Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques des 3 derniers mois. Cette vidéo est consacrée à la partie SFFF. Je vous ai déjà fait une première partie sur tout ce qui est contemporain que je vous invite à aller voir tout de suite dans le petit i si ce n'est pas déjà fait. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Un rêve de renard de Mina Sundberg que j'ai emprunté à la médiathèque, que je n'ai pas encore lu mais je vais lui mettre très rapidement parce que il va bien falloir que je le rende à un moment donné. Les illustrations sont juste sublimes et l'histoire a l'air vraiment super chouette. Ici on y suit un jeune renard céleste, gardien des aurores boréales, qui va ouvrir par inadvertance une faille entre le monde des humains et le monde de l'au-delà. Et du coup, un jeune homme et son chien métamorphes vont alors devenir gardiens de cette fissure. J'ai hâte de découvrir cette histoire, je sens que ça va être vraiment super chouette et c'est juste magnifique, hein. Voilà, je vous en avais déjà montré quelques planches. Voilà, j'ai trop hâte de vous en parler bientôt quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de The Bone Season, le masque-tombe de Samantha Shannon. J'ai lu le premier tome, j'ai commencé le tome 2 mais je m'étais arrêtée en cours de route parce que ce n'était pas le bon moment. Le premier tome était tellement génial et à la limite du coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le début du deuxième tome, même si voilà, comme je vous le dis, je m'y suis arrêtée en cours de route. Que j'ai vraiment hâte de reprendre ce tome 2, de continuer cette saga. Je suis sûre qu'elle va vraiment me plaire. Et voilà, j'ai trop hâte de continuer cette histoire. Dans cette histoire, on suit Paige, une marche-rêve qui a cette capacité d'aller dans l'esprit des gens et elle vit dans un Londres un petit peu futur, enfin voilà, c'est dans le futur de notre société. L'histoire commence dans les bas-fonds de Londres. On apprend tout de suite qu'en fait toutes ces marche-rêves etc sont bannis un peu de la société, ils sont persécutés et elle va se retrouver emprisonnée dans un camp où elle va découvrir énormément de choses, beaucoup de complots politiques, des choses qui concernent également d'autres créatures et je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais le premier tome était vraiment génial. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette saga, donc voilà, je me suis pris le tome 4 en relié parce que je veux avoir toute la saga dans le même format, même si je ne suis pas encore à jour dedans. Et c'est une histoire en plus qui mêle à la fois le côté fantastique et science-fiction, ce qui est juste complètement fou et plutôt original, donc je trouve ça vraiment super chouette. Ensuite, toujours en mêlant le côté fantastique et cette fois-ci sans la science-fiction par contre, j'ai acheté Fort Hill, le premier tome, Le foyer des cendres de Vanessa Altmeyer que j'ai découvert à Rennes lors du salon Westurland. Je ne l'ai pas encore lu et pourtant il est très court donc je devrais le lire plutôt rapidement. Dans cette histoire, on va découvrir un univers magique plutôt dangereux, plutôt sombre qui mêle à la fois la sorcellerie et surtout qui se passe dans les Highlands. Franchement, ce livre avait tout pour me plaire et à partir du moment où je suis passée devant le stand de l'autrice et que j'ai découvert voilà un livre qui parlait à la fois de magie, de créatures magiques et tout ça dans les Highlands, mais je pouvais pas ne pas craquer, donc voilà, je me suis procuré le premier tome. J'espère que j'aimerais pour pouvoir lire la suite, dont plusieurs tomes sont déjà sortis, si ce n'est toute la saga, je ne sais plus exactement. Toujours dans le genre fantastique, j'ai reçu le tome 2 de Vampire Licorne Gargouille, donc Raven de Laurent Donner, publié chez Milady, que je remercie pour l'envoi. Comme je vous l'ai présenté dans mon bilan lecture des 3 derniers mois, j'ai lu le premier tome, ça n'a pas été la lecture que j'attendais, en tout cas ça a été plutôt une déception, je vous l'avoue, et je ne sais pas trop, je suis toujours un petit peu mitigée pour savoir si je vais lire ce tome 2 ou pas, parce que d'un côté, il me semble très prometteur et j'ai encore beaucoup de questions en suspens auxquelles j'ai pas eu mes réponses dans le premier tome et j'espère les trouver dans ce deuxième. Pourtant, il y a de nombreux points qui m'ont un petit peu dérangée et en particulier la sursexualisation de ces livres. J'ai trouvé que les scènes explicites étaient le seul truc qui était vraiment très approfondi dans ces histoires, enfin dans le premier tome en tout cas, et ce qui est plutôt dommage, sachant qu'il y avait énormément de potentiel autour de ces créatures hybrides. Donc ici c'est la suite des aventures de Bettina et sa sœur et c'est un peu plus centré sur Bat et Craven justement, donc j'espère que j'aimerais peut-être un petit peu plus cette histoire. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas visionné mon avis lecture du premier tome et qui ne connaissent pas du tout le résumé, dans cette histoire on suit deux sœurs qui voyagent pour aller en Alaska retrouver leur grand-père qui est aux prémices de la mort. Lors de ce voyage, l'avion manque de se crasher, enfin non, se crache tout simplement, et deux hommes vont venir les secourir en les protégeant de leur propre corps. C'est très étonnant de se dire que lors d'un crash d'avion, rien que le fait d'être protégé par le corps d'une autre personne peut vraiment vous protéger de ce crash d'avion et faire en sorte qu'elles en sortent complètement indemnes. Et donc elle découvre que ces deux hommes ne sont pas seulement des êtres humains mais des vamplicans, donc des hybrides entre des vampires et des lycans, et elle découvre alors tout un monde et en particulier que leur grand-père leur a complètement menti et souhaite exploiter Bettina pour une raison bien particulière. Je ne vous en dis pas plus sinon c'est du spoil. Mais voilà du coup pour le résumé de cette saga, en tout cas j'espère que j'aimerais le tome 2. Je pense quand même que je le lirai par curiosité parce que j'ai envie de voir où ça va aller, mais je n'y vais pas avec autant d'attentes que pour le premier tome, ça c'est clair.
Ensuite, j'ai reçu Wolven, donc le loup solitaire de J. Howard, toujours publié chez Milady. C'est une autrice qui est complètement renommée pour sa saga La confrérie de la Dague Noire, et d'ailleurs ce livre est une histoire qui se situe toujours dans cet univers. Je n'ai pas lu La confrérie de la Dague Noire, je vous l'avoue, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant. De ce que j'ai compris, c'est un livre qui peut se lire un petit peu séparément, et vous en doutez au titre, ça va parler de loup-garou, mais également de secrets, de soucis de confiance aux autres, etc. Je pense que ça va être vraiment une chouette histoire et j'ai hâte de m'y mettre. Je n'en sais pas beaucoup plus et c'est pas plus mal parce que j'aime bien découvrir ce genre d'histoire et vraiment me plonger dedans et découvrir tout au fur et à mesure. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment trop cool et j'aime beaucoup la couverture, je la trouve super chouette. Pour de la bidite, vraiment, c'est assez rare d'avoir des couvertures aussi jolies dans ce genre-là, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, qui a l'air vraiment trop cool. C'est une histoire qui se situe un petit peu entre du Lovecraft et du Jules Verne, dans laquelle on va suivre Arc et Jerk qui, depuis leur enfance à l'orphelinat, rêvent que d'une chose, aller explorer les trésors que recèlent les abysses, et ils vont avoir cette chance de découvrir les abysses et de les explorer, et là-bas ils vont découvrir tout un monde peuplé de cauchemars qui s'étend sous les mers et qui représente de nombreux vestiges du passé et de l'humanité tout entière. Donc je l'ai classé ici dans le fantastique, je ne sais pas trop si ça va être vraiment fantastique ou plus contemporain. En tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que j'aime énormément cette thématique des abysses. En plus, la couverture est juste magnifique, je la trouve juste trop belle. Bref, je pense le lire bientôt comme à peu près tous les livres qui sont là, puisque si je les ai achetés ou demandés en service de presse, c'est qu'ils me font extrêmement envie. Voilà, donc je pense les lire très bientôt. J'ai également, toujours dans le fantastique, The In-Between de Mark Klein, qui est publié aux éditions Stardust. Dans cette histoire, on suit Tessa Jacob qui ne pense pas mériter l'amour ni rien jusqu'au jour où elle commence à vivre une histoire d'amour et elle commence à croire aux contes de fées. Et là, un drame apparaît, Tessa se retrouve seule sans aucun souvenir et finalement l'esprit de Skylar, son amoureux, va en quelque sorte la guider, essayer de la mener de l'avant. C'est pour ça que je l'ai classé dans fantastique, parce que pour moi il y a un côté un petit peu paranormal avec ce côté esprit, etc. C'est un livre qui a été adapté sur Netflix et j'ai vraiment hâte de lire pour regarder le film parce que j'attends toujours de voir le film. Je le vois tout le temps dans mes propositions de films sur Netflix. J'ai hâte de le regarder, mais je veux lire le livre avant, donc voilà, il va falloir que je me dépêche à un moment donné parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire rapidement. Et toujours dans le genre contemporain, avec voilà quelques petits éléments paranormaux, j'ai reçu également One Last Stop de Casey McQuiston, publié aux éditions Lumen, que je suis en train de lire actuellement. Dans cette histoire, on suit Auguste qui s'installe à New York pour rejoindre une nouvelle école, etc. et en même temps s'éloigner un petit peu de sa mère. Elle va intégrer une colocation où voilà, elle va rencontrer plusieurs personnes qui vont devenir vraiment ses amies et qui sont complètement déjantées. Et en même temps, elle va surtout rencontrer Jeanne dans le métro. Cette fille ne la laisse absolument pas indifférente, mais il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de Jeanne, en particulier le fait que Auguste a vu sur son lieu de travail une photo de Jeanne qui date des années 70 et qui n'a du coup aucun sens puisque Jeanne n'a pas changé entre les années 70 et l'époque actuelle à laquelle l'histoire se passe, et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Jeanne ne peut pas sortir du métro et pourquoi elle n'a pas vieilli en tant de temps, sachant que l'histoire se passe vraiment à l'époque actuelle. Donc voilà, Jeanne aurait normalement 50 ans de plus à peu près. Donc voilà pour le résumé de One Last Stop. C'est une histoire que j'ai hâte de continuer parce que pour le moment je passe un très bon moment et j'aime énormément tout ce qui est représentation d'orientation sexuelle qu'il y a dans cette histoire. On trouve un peu de tout et c'est trop cool. Il y a en particulier une scène avec une drag queen qui est juste géniale et que j'aime énormément. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté vraiment bon sens et respect qui est mis en avant et qui me plaît énormément dans ce livre. Ok, les livres suivants que j'ai à vous présenter sont plus de la fantasy. Le premier d'entre eux, c'est Colial des Gardiens du Monde de Mathilde Redson, qui est de la fantasy un petit peu SF, un mix un peu entre les deux. On va parler de voyages interplanétaires, etc. Mais ils ne partent pas de la planète Terre, même si, voilà, dans leur fonctionnement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la planète Terre. Ça reste quand même une planète imaginaire dès le départ. Donc c'est pour ça que je l'ai classé en fantasy. Et donc, vous l'aurez compris, Les Gardiens du Monde, c'est une histoire qui porte sur du voyage interplanétaire
interplanétaire où à partir de leur planète de base, en fait, plusieurs personnes sont formées pour être gardiens et ont pour mission de retrouver des prisonniers et une fameuse boîte noire répartie un peu sur toutes les planètes. Voilà, ils se sont enfuis et du coup ces gardiens vont devoir les retrouver et les ramener à leur planète d'origine. Et donc dans cette histoire, on découvre la planète de Kolia qui a été complètement ravagée par un virus. Ash et Alicia vont y exercer leur toute première mission, accompagnés de Darrell qui effectue sa toute dernière mission pour sa part. Ça fait 10 ans qu'il est gardien des mondes et il arrive enfin au moment de sa retraite. Et voilà, donc j'ai bien avancé dans l'histoire. J'en suis à 80%, je pense le finir très prochainement et c'est trop chouette. Je passe un excellent moment, l'histoire est super fluide, très facile à lire et en même temps hyper prenante. Il se passe énormément de choses. Franchement, je l'aime énormément, beaucoup plus que le premier tome pour ma part, puisque quand bien même j'avais adoré le premier tome, il y avait une romance dedans qui ne m'avait absolument pas convaincue et pour le moment, je ne vois pas ça dans cette histoire. Donc à moins que ça change complètement d'ici les 20 derniers pourcents de ce roman, je pense que ce livre sera une excellente lecture. Ensuite, je me suis procuré l'intégrale de La Cité des Cendres Pures de Lucille Chaponnet. C'est un roman, enfin une histoire qui me fait extrêmement envie depuis très longtemps et quand j'ai vu que l'autrice sortait son intégrale qui est juste trop belle, là, elle brille trop, c'est trop beau. Bref, je n'ai pas pu résister et j'ai complètement craqué pour cette intégrale. Dans cette histoire, le monde est divisé en différentes castes et on va suivre une jeune femme qui fait partie d'une des castes inférieures et va devoir aller dans une caste, dans une autre caste et protéger quelqu'un malgré le fait qu'elle fasse partie d'une caste inférieure, etc. En même temps, bah rien ne va se passer comme prévu et elle va découvrir de nombreuses choses auxquelles elle ne s'attendait absolument pas. Ce n'est vraiment pas le meilleur résumé du monde, mais écoutez, je l'ai un petit peu oublié avec le temps. De toute façon, il y en a pas derrière, donc c'est aussi un petit peu pour ça, j'ai pas pu le relire entre temps. Bref, c'est une histoire qui me fait très envie et que j'ai hâte de découvrir. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, il est pas vraiment dans mes priorités, sachant que j'aimerais rattraper le retard que j'ai dans mes lectures de service de presse. Et celui-ci n'en est pas un, mais j'espère le lire quand même assez rapidement parce que ça a l'air trop cool. Ensuite, je me suis acheté également un livre absolument pas prioritaire, mais que j'avais mis dans ma wishlist depuis extrêmement longtemps. Il s'agit de A Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir, le tome 4 d'Une braise sous la cendre en VO. J'ai toute la saga dans cette collection là, donc de chez Harper Voyager. Alors c'est pas forcément une édition que je vous recommande parce que les livres sont quand même plutôt rigides, enfin voilà, sauf si on veut casser le dos, on peut pas l'ouvrir plus que ça. Donc c'est pas forcément évident à lire, mais j'avais envie d'avoir tous les livres dans cette édition, histoire d'avoir toute la saga dans une seule et même édition avec des couvertures assorties, etc. Franchement, ça m'énervait que cette saga soit éditée d'un peu tout n'importe comment avec tout le temps des couvertures qui changent. Je voulais les avoir tous dans la même édition, j'ai enfin le tome 4, je vais enfin pouvoir le lire, même si du coup je me suis lancée dans une relecture de la saga en anglais pour voilà, progressivement aller vers la découverte du 4e tome que je n'ai jamais lu. Jusqu'ici j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai relu le premier seulement, donc je ne sais pas quand est-ce que je lirai ce tome 4, mais au moins je suis sûre de l'avoir dans ma bibliothèque, d'avoir la collection complète, etc. Parce que très souvent je me rends compte que je tarde trop à acheter les derniers tomes puisque je prends mon temps pour lire les sagas et à la fin ils ne sont plus édités dans l'édition que j'ai à l'origine et du coup voilà, je me suis dit qu'il était temps de me le procurer. Ça fait un petit moment qu'il est publié déjà, je crois depuis cet automne, et voilà, j'avais trop peur qu'il soit en rupture de stock et qu'il ne soit plus édité par la suite dans ce format-là avec cette couverture et tout ça. Je ne vais pas vous faire un résumé du tome 4 d'Une braise sous la cendre, ça n'aurait aucun sens, mais je vais plutôt vous parler du premier tome. Alors Une braise sous la cendre, c'est une histoire qui pourrait s'apparenter à de la fantasy orientale mais également à de la dystopie. C'est une histoire dans laquelle la société est complètement divisée entre les martiaux et les érudits. Donc les érudits, c'est tous ceux qui détiennent les savoirs, etc. Et les martiaux, c'est ceux qui savent se battre en fait. Et en fait, les martiaux prennent le dessus sur les érudits. On y suit Layla, qui est une érudite et qui va infiltrer les martiaux pour essayer de retrouver son frère et le libérer, puisque lui a été capturé par les martiaux. Et pour ça, elle va être esclave de la dirigeante d'une école de martiaux, en fait, tout simplement. Et là-bas, elle va y rencontrer Elias, qui lui est un martial à la fin de sa formation. C'est même le meilleur de sa promotion et tout ça, sauf que Elias déteste ce qu'il fait, il n'y voit aucun intérêt et ça le rebute même de continuer à apprendre à se battre et à persécuter des gens, etc. Et il n'approuve absolument pas les manières de faire des martiaux. Cependant, c'est très difficile pour lui de se rebeller malgré tout. Bref, il va un petit peu aider Layla comme il peut, etc. C'est une histoire que j'aime beaucoup, mais qui pour moi a un gros bémol, c'est qu'il y a un genre de carré amoureux dans le premier tome, et déjà que les triangles amoureux, j'ai un petit peu
de mal, mais alors quand il y a 4 personnes impliquées et qui s'aiment tous un peu dans un sens, enfin bref, c'est un petit peu compliqué et ça manque un petit peu de réalisme de ce côté-là. Néanmoins, j'ai passé un excellent moment de lecture lors de ma découverte des 3 premiers tomes et pareil lors de ma relecture du premier tome. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma relecture de cette saga pour découvrir enfin le 4e et dernier tome de cette histoire. Ensuite, je me suis acheté Steam Sailors, le premier tome L'Héliotrope de Elias Green, publié chez Gulfstream. J'ai profité de rencontrer l'autrice lors du salon du livre West Hurlant pour me procurer ce premier tome et le faire dédicacer. D'ailleurs, ça a complètement conquis mon mari qui l'a déjà lu alors que je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Bref, je me le suis acheté et c'est lui qui l'a lu. Cette histoire se situe dans un univers qui a subi une grande fracture et 4 siècles après cette grande fracture, les habitants sont sont divisés entre ceux du bas monde et ceux du haut monde et un jour Prudence qui elle habite dans le bas monde va se faire enlever lors d'une attaque de pirates qui sont à bord de l'Héliotrope, donc un navire volant, va du coup être enrôlée de force parmi les membres de cet équipage où elle va être infirmière de l'équipage. Voilà ce que j'en ai retenu. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. C'est une trilogie qui est finie. Les livres sont plutôt courts et ça a l'air trop cool. J'ai écouté la playlist sur Spotify en boucle. Je l'aime énormément, cette ambiance de piraterie et tout est trop chouette. Et voilà, j'ai hâte de m'y mettre, de découvrir l'histoire. Je ne sais pas encore quand est-ce que je lirai, mais j'espère que ce sera très prochainement parce que ça a l'air vraiment super chouette. Lorsque j'étais à West Hurlant, j'ai également eu l'occasion de rencontrer Margaret Rogerson, l'autrice de Vespertine qui est publiée chez Big Bang et que je remercie pour l'envoi de ce roman. J'ai eu l'occasion donc de le recevoir en avant-première et de le lire avant même de rencontrer l'autrice qui est super chouette. Ici c'est l'histoire d'Artemisia qui suit une formation pour être une sœur grise, donc ce sont des sœurs un petit peu spéciales qui ont pour rôle de purifier les morts pour permettre à leur âme de rejoindre l'au-delà et d'être apaisée, autrement leur âme serait complètement tourmentée. Cependant, Artemisia vit dans un couvent qui va subir une attaque et pour protéger son couvent, pour protéger ses proches, elle n'a pas d'autre choix que de réveiller une antique relique et se retrouver elle-même possédée en fait par un revenant en fait qui est une genre d'âme très puissante qui va lui conférer certains pouvoirs, lui permettre de sauver le reste de la population, mais en même temps elle va se retrouver à devoir faire des choix et à devoir remettre en question de nombreuses choses auxquelles elle croit déjà. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois, des 3 derniers mois et je vous en ai également parlé sur Instagram si jamais vous souhaitez avoir mon avis sur ce roman. J'ai également profité de rencontrer l'autrice et d'être au stand Brajlon pour me procurer Sorcery of Thorns dans la version grimoire. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant puisque c'est l'un des premiers livres que j'ai lu et chroniqué en arrivant sur Bookstagram et Sorcery of Thorns a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette histoire du début à la fin, une histoire dans laquelle voilà, on suit cette jeune fille qui doit protéger des livres dans une bibliothèque magique, voilà, où les livres ont cette possibilité de se rebeller et de devenir des artefacts magiques maléfiques. Vraiment c'est trop chouette, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré l'ambiance de ce roman et je ne pouvais pas ne pas céder face à la beauté de cet ouvrage relié et je l'ai craqué, je me le suis procuré et en plus j'ai pu le faire dédicacer également par l'autrice, donc je suis extrêmement contente d'avoir pu acheter Sorcery of Thorns dans l'édition grimoire. Ensuite, j'ai reçu le tome 5 de la saga Keleana de Sarah Jimas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, que je remercie pour l'envoi. C'est une saga que j'aime énormément. Le premier tome était vraiment super chouette, le deuxième était un coup de cœur, le troisième était un coup de cœur encore meilleur que le premier, le quatrième était à la limite du coup de cœur. Bref, je m'attends à surkiffer le tome 5. J'ai hâte de le découvrir, de le lire. Il pèse son poids, hein, vraiment, je sais pas combien de pages il fait. 777 pages pour la page des remerciements, une sacrée brique. Mais j'ai hâte de le lire, de le découvrir parce que je sens que ça va énormément me plaire, enfin je n'en doute pas. J'aime beaucoup Sarah Jimas comme beaucoup d'entre nous et surtout bah j'adore sa saga Keleana et j'ai hâte de continuer à la lire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Keleana qui est la plus grande assassineuse du royaume d'Ardalan et qui est enfermée dans une mine de sel justement parce que c'est une assassineuse. Sauf que le roi du royaume d'Ardalan va mettre en place un concours de combat à mort et le vainqueur va pouvoir l'assister pendant je sais plus combien d'années, je crois que c'est 3 ou 4 ans et suite à ça il sera complètement libre. C'est l'occasion et la seule et unique occasion pour Keleana de gagner sa liberté, d'autant plus que le prince d'Orient vient la libérer justement pour qu'elle soit son champion lors du concours. Donc écoutez, elle a vraiment cette chance de pouvoir gagner sa liberté
mais pour ça il va falloir qu'elle gagne un combat à mort et tout le premier tome se centre là-dessus. Sauf que lors de ce combat, lors de tout son séjour passé dans le château du royaume d'Ardalin, Keleana va découvrir de nombreuses choses particulières qui ont attrait à des forces magiques, etc. Et en fait la suite de la saga prend un envol complètement différent que dans le premier tome où c'est vraiment le concours, etc., le combat à mort et tout ça. Bref, c'est une saga que j'aime énormément et j'ai grandement hâte de lire le tome 5, vous en doutez. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Stardust Girl Serpent Sword de Melissa Barchados, qui est un livre qui me fait extrêmement envie, que j'avais déjà dans ma pile à lire en VO depuis un petit moment, mais j'avais commencé à l'écouter en VO et je trouvais que le niveau d'anglais était peut-être un petit peu trop difficile pour moi. Donc dans ces cas-là, bah ça ne sert à rien de forcer et il vaut mieux se retourner vers de la VF pour mieux comprendre les choses, et ça tombe bien puisque ce livre est sorti en VF au cours des 3 derniers mois, je ne sais plus exactement à quel moment. C'est une histoire de fantasy orientale dans laquelle on suit Soraya. Soraya est victime d'une malédiction, elle empoisonne toute personne qu'elle peut toucher et donc pour elle, elle est plutôt démoniaque, voilà, elle a cette malédiction maléfique qui la suit partout où elle va et du coup elle est complètement recluse sur elle-même, elle vit enfermée, etc. jusqu'au jour où on approche le mariage de son frère et elle va devoir faire un choix de savoir si elle va assister ou pas à ce mariage, sachant qu'y assister fera qu'elle sera en contact avec de nombreuses personnes et il va falloir vraiment qu'elle fasse attention à ses moindres gestes. C'est une histoire dans laquelle Soraya va se poser énormément de questions identitaires et j'ai hâte de découvrir un peu plus cette histoire, cette fois-ci en français, et de mieux la comprendre. Ensuite, je me suis acheté Witch and God, donc Ella la promise, le premier tome de Liv Stone, publié chez BMR. Witch and God, c'est une histoire dans laquelle les sorcières et les dieux se font la guerre depuis des décennies et pour mettre fin à tout ça, ils ont trouvé une solution: organiser des mariages entre les sorcières et les dieux. Et donc on va y suivre Ella, qui est une jeune sorcière sans aucun don, qui va être élue pour être la promise de Deimos, le petit-fils de Zeus. Forcément, tout cela va soulever de nombreuses questions. Pourquoi une sorcière qui n'a aucun don a été choisie pour ça? Bref, c'est une histoire dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est plutôt explicite, hein, c'est classé en adulte, c'est pas de young adulte. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de m'y mettre, parce que je pense que ça va être le genre de truc qui te vide complètement la tête et qui te fait penser à autre chose pendant... Et voilà, j'ai hâte de découvrir ça. En plus, ce côté mi-sorcière, mi-dieu, c'est plutôt original et je crois l'avoir jamais vu ailleurs, en tout cas pas présenté comme ceci. Et voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre et de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai reçu Kingdom of the Cursed, donc qui est le deuxième tome de la saga Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. C'est un cadeau que j'ai reçu donc de la part de Ali des Livres. Je vous invite grandement à aller découvrir son compte Instagram et sa chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Kingdom of the Wicked, c'est une histoire qui me fait extrêmement envie, que je n'ai pas encore lu, et le fait d'avoir reçu le tome 2 me donne encore plus envie de me plonger dedans. Je pense quand même que c'est peut-être une histoire que je vais attendre de lire à l'automne, parce que pour moi c'est une histoire qui a de grandes vibes automnales, mais ça a l'air trop chouette et j'ai hâte de m'y mettre. En plus, ce livre est juste magnifique. Enfin voilà, j'adore. J'adore la couverture, j'adore ce livre. Dans cette histoire, on va suivre Emilia, qui est une sorcière qui se cache parmi les humains et qui un jour va découvrir la mort de sa sœur. Cette mort est complètement liée à leur nature de sorcière et également aux enfers. Et d'ailleurs, Wars, un des princes des enfers, va aller l'aider à résoudre ce mystère autour de la mort de sa sœur, sauf que Emilia ne lui fait absolument pas confiance et va devoir justement apprendre à faire confiance à un démon, alors que les sorciers et les démons ne se font absolument pas confiance depuis toujours. C'est une histoire qui me fait très envie et que je compte vraiment lire cet automne. Et pour finir, un achat que pratiquement tout le monde a dû faire au cours de ces 3 derniers mois. Il s'agit du 3e tome de Nevernight, dont j'ai enlevé la jaquette ici. Nevernight, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. En tout cas, j'ai lu le premier tome, je n'ai pas beaucoup plus avancé dedans. Mais c'est une trilogie et je me suis dit que ça valait le coup, quand bien même je n'avais pas lu la suite, de m'acheter le tome 3 pour l'avoir en format relié collector assorti aux 2 premiers. Donc Nevernight, c'est l'histoire de Mia qui a été témoin de l'assassinat de son père et qui va tout faire pour venger son assassinat, quitte à devenir une apprentie assassine. C'est une histoire de fantasy que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est extrêmement développée. L'univers, le monde est extrêmement dense, riche et développé. C'est quand même très explicite, et pas seulement au niveau des scènes sexuelles, mais même au niveau de la violence de certaines scènes. Faut s'accrocher.
c'est classé en adulte et ce n'est pas pour rien, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir un jour la suite de cette histoire. Maintenant que j'ai toute la trilogie, il serait temps. Voilà donc pour toutes mes réceptions SFFF des 3 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être permis de découvrir certains livres. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir la partie réception de livres contemporains également. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!